Allô, ça marche? Vous pouvez juste aussi, par contre, baisser le... C'est un peu fort, apparemment, ils se plaignent. Ouais, un peu moins fort, le micro. Et puis, pareil pour les slides, on pourra baisser le son des vidéos, si c'est possible. Ok, maintenant, je pense qu'on a à peu près réglé les problèmes de sono. J'espère que ça va aller mieux. En tout cas, merci d'être venus aussi nombreux. Bienvenue à cette 5e conférence de l'INGE, qui est consacrée donc, dans la section des sciences à voir l'invisible. Donc on a fait plusieurs conférences sur différentes techniques de visualisation. Et aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir la docteure Cécilia, je vais juste retrouver mes notes. Charbonnier. Que je connais sous le nom de Cécilia, mais c'est vrai qu'on se connaît depuis quelques années. Donc, Cécilia a fait un grand parcours en commençant dans le côté académique, puisqu'elle a fait d'abord un master, puis ensuite un doctorat en informatique, toujours dans la visualisation 3D. Elle est actuellement donc, fondatrice et présidente de la société ou de la compagnie Artanim, qui est en fait spécialisée dans tout ce qui est technologie de capture du mouvement et de visualisation du mouvement. Vous allez voir, c'est assez fascinant. Et au cours de tout ce parcours, elle a quand même fait de nombreuses nouvelles startups et nouvelles sociétés, aussi. Notamment elle participe comme Chief Officer dans le Dreamscape Immersive, elle va nous dire ce que c'est. Elle est aussi présidente du réseau thématique national Virtual Switzerland. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a des vidéos et des tas de présentations sur la Suisse virtuelle. Ce n'est pas le thème qui sera traité aujourd'hui, mais il y a des choses assez intéressantes à voir. Et puis effectivement, elle a travaillé avec les radiologues à l'hôpital et aussi des radiologues ici à Genève, où elle a fait son priva-docent dans le domaine de la médecine. Et c'est là où elle va pouvoir nous montrer aujourd'hui un petit peu ce que ça peut nous apporter, à nous, les médecins, de pouvoir faire cette imagerie virtuelle et cette imagerie 3D animée. Et avec ça, il y a toutes les parties aussi. Il ne faut pas oublier, c'est la partie visuelle, c'est la partie des films. Donc elle a aussi fait une carrière dans le cinéma avec de nombreux prix et de nombreuses citations dans des concours, notamment dans tout ce qui est le Isakos Achille Orthopedic Sport Medicine, qui était un prix assez prestigieux, suivi de 2 nominations au Sundance Film New Frontier. Donc c'est un festival de films assez connu en 2016-2018. Le prix Laval Virtuel 2016, et j'en passe, et de nombreux prix. En tout cas, on a le plaisir, et je vous invite à cette présentation qui va certainement vous fasciner. Merci Cécilia d'avoir accepté l'invitation, et la parole est à toi. Merci Osman pour cette introduction. En tout cas, merci de m'accueillir ici. C'est un grand plaisir de pouvoir vous parler de réalité virtuelle principalement, et je vais me concentrer aujourd'hui, effectivement, vous l'avez bien compris, j'ai plusieurs casquettes, mais je vais surtout vous présenter aujourd'hui le travail qu'on fait au sein de la fondation Artanim, lié justement à toutes ces applications médicales que nous développons, donc depuis déjà ma thèse, mais après au-delà justement avec la fondation Artanim depuis maintenant presque 10 ans. Donc je vais vraiment me concentrer là-dessus. On va laisser la partie film, cinéma, etc. de côté, mais effectivement c'est une autre activité qui me concerne et qui me passionne également. Donc c'est vraiment des approches assez interdisciplinaires, et en fait en utilisant, on va dire, une même technologie qui sont les technologies de capture de mouvement. Je vais revenir, je vais vous expliquer en quoi ça consiste. On peut l'appliquer vraiment à plusieurs domaines, donc au domaine médical, c'est là-dessus que je vais parler aujourd'hui, mais aussi ce sont des technologies qui sont utilisées effectivement dans le cinéma pour animer par exemple des personnages virtuels ou ce genre de choses-là. Donc en fait, juste quelques mots d'abord sur la fondation Artanim. C'est une fondation qu'on a créée donc en 2011. On est 3 cofondateurs dans l'idée justement de monter un centre de recherche qui est spécialisé dans les technologies de capture de mouvement. On a 2 axes stratégiques de recherche principaux. Il y en a un qui concerne donc justement plus tout le développement dans la médecine, principalement en orthopédie et en médecine du sport, où je vais vous présenter un petit peu plus aujourd'hui nos différents travaux. Mais on utilise aussi les technologies de capture de mouvement dans un autre domaine, qui est donc plus l'animation, on va dire, de personnages virtuels au sens large. Par exemple, vous allez capturer le mouvement d'un acteur, et puis son mouvement, vous allez pouvoir l'appliquer, par exemple, sur des personnages virtuels, notamment pour du jeu vidéo, pour de l'animation 3D et ce genre de choses. Et puis, voilà, nous, on applique ça, on utilise ces technologies-là, surtout dans le domaine de la réalité virtuelle, en combinant ça avec, par exemple, des casques de réalité virtuelle, parce que vous en avez entendu parler, c'est de plus en plus à la mode, pour pouvoir être complètement immergé, on va dire,
dans un monde virtuel. Donc on combine capture de mouvement et casque de réalité virtuelle, par exemple, pour pouvoir vous voir vous-même dans la réalité virtuelle, donc c'est-à-dire en avatar ou ce genre de choses. Peut-être que vous avez entendu parler dernièrement qu'il y a eu, et qu'il y a toujours jusqu'à la fin de la semaine, une installation virtuelle au musée d'art et d'histoire où vous pouvez vous balader dans Genève en 1850 en tenue d'époque, etc. Peut-être vous avez entendu parler de cette exposition. Donc ça, c'est une exposition que nous, on a faite avec notre plateforme de réalité virtuelle, en réutilisant, par exemple, les données du relief magnien qui est exposé donc, à la Maison Tavel, donc cette maquette de Genève qui représente Genève vers les alentours de 1850 avec ses fortifications, dans lequel, grâce à notre système de réalité virtuelle, vous allez vous retrouver en tenue d'époque, comme si vous faisiez un voyage dans le temps et vous baladez dans cette Genève virtuelle. Voilà, donc ça, c'est vraiment le deuxième axe de recherche. Et puis ensuite, grâce à la capture de mouvement, bah voilà, on travaille aussi passablement avec, par exemple, des chorégraphes pour de la danse, pour du jeu vidéo, etc. Donc ça, c'est des choses qu'on peut faire aussi en étant, enfin, hors, on va dire, du milieu pur recherche. Je suis aussi affiliée effectivement à la faculté de médecine, donc j'ai un privat docent et je donne des cours, par exemple, sur tout ce qui est reconstruction 3D à partir d'images médicales et surtout sur les aspects biomécaniques qui sont vraiment mon pur background. Pour vous donner une idée, juste rapidement, ce que j'appelle capture de mouvement, donc généralement, c'est ce que vous avez sur l'image de gauche. Vous avez une salle qui va être équipée avec des caméras infrarouges, et puis vous allez avoir donc soit un patient si on fait de la médecine, soit un acteur si on fait de l'animation 3D, par exemple, qui va avoir une combinaison. Donc pour la médecine, par contre, on les met directement sur la peau, mais avec des petits marqueurs, donc ce sont des petites boules réfléchissantes qui vont, on va dire, réfléchir le rayonnement infrarouge de ces caméras. Retour aux caméras, et grâce à ça, on a la possibilité, je simplifie beaucoup, parce que le but, c'est pas faire une présentation technique aujourd'hui, mais grâce à ces petits marqueurs qu'on voit, on va dire, à chaque pas de temps, grâce à ces caméras infrarouges, on a la possibilité de pouvoir reconstruire le mouvement et l'appliquer après, soit à un personnage virtuel, soit dans le cas de la médecine, pour pouvoir faire de l'analyse de mouvement principalement. Je vous montre rapidement une vidéo de démo de nos activités à Artanim, comme ça vous donne, on va dire, une meilleure idée de ce qu'on fait. C'est un mélange, entre guillemets, entre toutes nos activités, que ce soit dans le domaine médical, mais aussi donc, réalité virtuelle, jeux vidéo, etc. Donc une collection, on va dire, de différents projets assez rapides, mais que ça vous donne un tout petit peu une idée de ce qu'on fait. On utilise aussi des technologies de scanner 3D, c'est ce que vous avez vu juste avant, quand on doit cloner, on va dire, virtuellement des personnes ou ce genre de choses. On a plusieurs systèmes de capture de mouvement, donc le système que je vous ai juste présenté qui se trouve en studio, mais par exemple, si on veut pouvoir aussi capturer des mouvements de sport, par exemple du ski ou ce genre de choses, c'est des choses qu'on ne peut pas faire en studio. Donc là, on a aussi des systèmes de capture de mouvement qui sont peut-être un peu moins précis, mais ce sont des combinaisons, on va dire, avec des petits senseurs qui permettent aussi d'enregistrer ce mouvement, mais d'être également plus mobile. Comme de pouvoir justement aller sur des pistes de ski ou ce genre de choses pour pouvoir enregistrer le mouvement de skieur. Là, vous voyez un certain nombre de simulations médicales, ce genre de choses. Enfin, ça vous donne juste un éventail et je vais rentrer après un peu plus dans le détail sur la partie médicale. Donc on peut dire qu'on est vraiment un laboratoire, on va dire, ou un centre de recherche interdisciplinaire, mais avec une technologie phare qui est donc la capture de mouvement et qui est centrale vraiment à toutes nos activités. Donc ça, c'est les données que vous obtenez à partir du système de capture de mouvement pour l'animation 3D. Donc on reconnaît bien le mot. Là, vous avez comparaison entre réel virtuel. Là, c'est justement la combinaison dont je parlais pour pouvoir capturer le sport, enfin en extérieur, ce genre de choses. C'est les données qu'on acquiert et que finalement on anime des personnages virtuels. Les simulations de prothèses, je vais y revenir juste après. On fait aussi de la capture faciale pour essayer de capturer les émotions des acteurs et les retranscrire aussi sur un personnage virtuel. Donc on capture un peu tout, on va dire. Voilà.
au bout de la vidéo, donc ça vous donne vraiment une idée au sens large justement de nos différents types d'activités. Maintenant, je vais me concentrer vraiment sur la partie médicale. Donc d'abord, j'ai essayé de résumer, on va dire, en une slide, quelles sont nos motivations, pourquoi on développe tous ces projets en médecine et quels sont nos intérêts, on va dire, et comment on va se mettre en perspective par rapport à un certain nombre de faits et de limitations actuelles. Donc j'ai essayé de les résumer par, on va dire, selon le parcours du patient, on va dire ça comme ça. Donc tout d'abord, la première étape, voilà, le patient il vient pour son diagnostic et évidemment son traitement. Et généralement, le premier constat quand on parle, donc vraiment là, je me situe vraiment dans la partie orthopédie et médecine du sport, hein, je n'ai pas d'autres domaines, etc. Mais quand un patient ou un athlète vient pour un problème justement locomoteur et va consulter donc son médecin du sport ou orthopédiste, etc., généralement, l'examen clinique, il va être, entre guillemets, un petit peu limité. C'est-à-dire que, généralement, on va faire un examen clinique simple, on va tester les mouvements, on va regarder, voilà, la flexion, comment ça va, l'adduction et autres. Mais si moi, je suis un sportif, puis je vous dis, voilà, mais moi, j'ai mal vraiment quand je fais le mouvement de service au tennis. Je prends cet exemple-là parce que j'étais aussi professionnel de tennis à l'époque, j'ai dû arrêter ma carrière pour ça. J'aurais bien voulu comprendre exactement ce qui se passe dans l'épaule quand je fais un moment donné dans mon sport. Évidemment, ça, le médecin, il ne peut pas le vérifier, il ne peut pas contrôler ça parce qu'il n'est pas sur le court de tennis et il n'a pas accès non plus à l'articulation en elle-même. Donc généralement, ce que je veux dire par là, c'est que l'examen clinique, il est limité, on va dire, à des mouvements assez simples qu'on va tester pour essayer de reproduire la douleur. Et puis la deuxième chose, c'est que je n'ai pas une vision directe à l'intérieur de l'articulation dans ces mouvements donnés-là. C'est-à-dire que je peux utiliser évidemment la radiologie qui va me donner des images, mais généralement, ce sont des piles d'images les unes en dessus des autres. J'ai la possibilité, et ça c'est l'intérêt de la reconstruction 3D, de pouvoir après avoir une meilleure visualisation, mais généralement je ne vois jamais cette anatomie en mouvement. Et c'est là-dessus que nous on essaye de travailler, justement de pouvoir vraiment voir l'anatomie du patient, son mouvement, et de pouvoir simuler ça en 3D pour vraiment voir ce qui se passe, pour en faire un diagnostic personnalisé. Deuxième chose, si je regarde la partie chirurgicale, donc la partie chirurgicale, elle est évidemment importante. Généralement, la chirurgie, elle va se baser principalement selon l'expérience du chirurgien qui vous opère. Selon son expérience, là, il va prendre un certain nombre de décisions, etc. Et prendre les bonnes décisions pour pouvoir faire le meilleur traitement possible. On fait très peu encore en orthopédie, même si on en fait de plus en plus, mais de la planification 3D préopératoire, par exemple pour planifier des prothèses, ce genre de choses, c'est en train de venir de plus en plus, mais ça reste quand même encore un peu limité, on va dire. La deuxième chose, si je prends l'exemple de la prothèse, par exemple, généralement, donc, si vous pouvez bénéficier d'une planification 3D d'une prothèse, c'est-à-dire qu'à partir de vos images radiologiques, on va faire une reconstruction 3D, on va placer les implants virtuellement pour voir si la géométrie de l'implant est la bonne, pour essayer de trouver le bon positionnement, etc. Mais presque jamais on va tester votre implant en mouvement. Donc, c'est-à-dire que moi, j'aimerais bien, avant ma chirurgie, si je devais me faire mettre une prothèse, j'aimerais bien qu'on puisse tester cet implant en mouvement, voir si ça correspond à ma mobilité, etc., pour être sûr du succès de la chirurgie. Ça non plus, c'est pareil, ça n'existe pas trop actuellement. Il y a aussi un point qui est important quand on parle de chirurgie, c'est on peut faire toute la planification 3D qu'on veut à l'avance, mais comment être sûr que le chirurgien, quand il sera au bloc opératoire, sera capable de pouvoir reproduire cette planification? Parce que c'est bien joli d'avoir tout ça avant, mais si au bloc, je ne suis pas capable de pouvoir, par exemple, remettre parfaitement les implants comme la planification me le demande, ça ne sert plus à grand-chose. Donc là, de nouveau, on se base sur l'expérience du chirurgien pour essayer de reproduire au mieux. Donc tout ça, c'est pour dire que là, il y a aussi de la place pour pouvoir développer un certain nombre d'outils et de solutions en utilisant justement de la technologie pour essayer d'améliorer ça. Finalement, je regarde juste pour la partie rééducation, donc post-opératoire. Là aussi, la rééducation, c'est toujours une procédure qui est assez longue, ce qui peut durer justement plusieurs mois. Il faut aller plusieurs fois chez le physio par semaine. C'est long, c'est pas toujours très motivant, on refait plusieurs fois les mêmes exercices, etc. Donc là aussi, il y a moyen, grâce aux technologies et notamment à la réalité virtuelle, pour essayer de trouver des outils qui permettraient
Par exemple, d'immerger le patient dans un autre monde pendant sa rééducation, essayer de le motiver, faire ce qu'on appelle une sorte de gamification aussi de la séance de réhabilitation, ce genre de choses. Donc là, il y a aussi les possibilités de pouvoir améliorer ça. Et puis, évidemment, l'autre chose qui pourrait nous intéresser, c'est essayer de fournir, enfin, ou de définir les meilleurs exercices possibles pour cette réhabilitation qui soit le plus adapté à la pathologie du patient, ça c'est une autre chose. Et puis de voir comment on peut améliorer aussi le progrès, donc, comment on peut essayer d'évaluer le progrès du patient au cours de sa réhabilitation de manière un peu plus précise, plutôt que « ah oui, ça a l'air d'être mieux, les amplitudes de mouvement sont meilleures, mais… » avec des choses justement un peu plus, enfin des données un peu plus objectives. Donc c'est sur tous ces aspects-là sur lesquels on va travailler, et je vais vous montrer après un certain nombre d'exemples de comment on peut appliquer ces nouvelles technologies à ce domaine. Je vais juste brièvement vous parler on va dire, du processus, ou plutôt la méthodologie qu'on met en place généralement dans l'ensemble de nos projets. Donc tout commence d'abord avec des acquisitions de données, parce qu'évidemment, si je veux pouvoir reconstruire l'anatomie de mon patient, j'ai besoin d'avoir des données au préalable. Donc là, on part de la radiologie, on va faire soit une IRM, soit un CT ou ce genre de choses. Donc on va acquérir des images du patient, des volumes 3D, on en a besoin pour ça, pour pouvoir faire par la suite justement une reconstruction 3D. Je vais peut-être juste mettre ça à côté. Donc la première chose, c'est reconstruire l'anatomie du patient. Donc ça, c'est la première étape. Et puis la deuxième chose, comme je vous ai dit, ce qui nous intéresse, c'est la dynamique. Donc on va utiliser la capture de mouvement pour pouvoir enregistrer le mouvement du patient. Et puis ensuite, on va combiner ces deux informations. Donc là, on est dans le deuxième bloc. Vous avez la reconstruction anatomique, la reconstruction de mouvement, ou cinématique, on va dire, qu'on va combiner ensemble pour pouvoir en faire une simulation justement personnalisée. Donc ça nous permettra de vraiment pouvoir après rentrer dans l'articulation, voir ce qui se passe pour ce patient donné, donc en tenant compte à la fois de son anatomie et de son mouvement. Et puis finalement, toujours dans une perspective d'application clinique, parce qu'on ne fait pas ça simplement pour faire de la visualisation 3D et des jolies images, on va dire, il faut qu'il y ait vraiment un intérêt clinique. Donc pour ça, on travaille étroitement, en tout cas avec soit l'hôpital universitaire de Genève, soit les cliniques de la région, pour pouvoir vraiment définir quel est le problème, comment on va, la simulation, à quelles questions elle va pouvoir répondre, on va dire, et comment on va pouvoir utiliser ça cliniquement pour que ça ait un intérêt effectivement pour le patient. Donc en fait, on se situe, finalement, notre approche, elle est assez interdisciplinaire, de nouveau, même au domaine médical strict, c'est-à-dire qu'il faut évidemment combiner un certain nombre de connaissances, de la radiologie un petit peu quand même pour définir les protocoles techniques, mais aussi être capable de lire ces différentes images pour pouvoir faire les bonnes reconstructions. Le milieu de l'orthopédie, évidemment, donc on travaille aussi, comme je disais, en collaboration étroite avec des médecins du sport ou des orthopédistes pour essayer de comprendre ce qui se passe au niveau orthopédique. Biomécanique, parce qu'évidemment là on est dans le mouvement, le but c'est de simuler cette anatomie en mouvement, et puis tout ça on le fait en 3D, des simulations par ordinateur, donc là on se trouve aussi dans le milieu des computers graphiques, donc c'est de la visualisation, on va dire, de l'image de synthèse par ordinateur. Comme je vous ai dit, les 3 points qui nous intéressent, c'est de pouvoir visualiser tout ça en 3D, de pouvoir être spécifique aux patients, ça c'est vraiment important pour nous, et avoir une composante dynamique, donc de l'anatomie en mouvement. Les solutions qu'on essaye de développer, c'est ce que vous voyez ici, je crois que je l'ai déjà dit dans nos motivations, on essaye de travailler sur toutes les phases, on va dire, de la prise en charge du patient, que ça soit au niveau du diagnostic, de la planification de son traitement, le traitement lui-même quand on parle de chirurgie en tout cas, et puis sa rééducation. Donc là, j'ai fait une petite sélection de quelques projets, je ne peux pas tout vous montrer, mais j'ai essayé d'en sélectionner parmi ces différents domaines pour vous donner des exemples de comment on va utiliser ces technologies 3D, comment on va pouvoir répondre à un certain nombre de questions cliniques. Donc la première que j'ai sélectionnée, c'est une étude qui m'a donc passablement intéressée moi-même, parce que comme je vous disais, j'étais joueuse professionnelle de tennis à l'époque et j'ai dû arrêter ma carrière, c'était quoi, en 1999, à cause d'une blessure chronique à l'épaule. Donc cette étude-là qui m'avait été proposée, qui a été réalisée en collaboration avec l'hôpital de la Tour et le docteur Lederman,
donc chirurgien orthopédique de l'épaule, m'a passablement donc intéressée pour cet aspect-là, parce que ça m'intéressait de voir ce qui se passe justement dans ces épaules lorsqu'on va jouer au tennis et notamment faire le mouvement de service. Je vous ai sélectionné une image, comme vous pouvez le voir, c'est quand même des mouvements qui sont assez violents. L'épaule, elle demande d'être vraiment avec une grosse amplitude de mouvement, c'est l'image que vous voyez au centre. Donc évidemment, ça, on peut se dire que ça peut être quand même probablement nocif, on va dire, pour l'épaule, surtout quand on fait une fréquence régulière, mais quand on est professionnel de tennis, on n'a pas vraiment le choix, on va dire. Donc ce sont des blessures, on va dire, assez courantes, en tout cas, chez le joueur de tennis. Moi, j'ai eu des lésions, par exemple, au niveau des cartilages ou ce genre de choses. C'est pour ça que j'ai dû arrêter ma carrière à ce niveau-là. Quand on a commencé cette étude, il y avait plusieurs questions qui se posaient. Le chirurgien orthopédique avec qui je travaillais, il a dit, voilà, tu vois, Cécilia, on a un problème, parce que pour le moment, on a plusieurs théories. Il y a des chirurgiens qui disent, oui, le problème, il est au niveau du cartilage, parce que je vais avoir un petit pincement, c'est ce que vous voyez ici, là. Il y en a qui disent que, voilà, dans les mouvements de tennis, on va avoir un pincement sur le bord, là, ça c'est le bord de la glénoïde, là, où il y a un petit cartilage entre deux qui s'appelle le labrum, et qui vient se faire pincer justement dans le mouvement de tennis. Il y en a qui disent que ça arrive ici au niveau antérieur, donc devant. Il y en a d'autres qui ont la théorie, c'est plutôt le problème, il est postérieur et il y a des lésions qui arrivent ici. Il y en a qui disent que, ah non, il y a des pincements qui arrivent entre cette partie de l'os là, qui est donc l'acromion avec la tête humérale ici, puis entre deux, vous avez la coiffe des rotateurs, donc les muscles qui viennent se faire aussi pincer ici. Là, on peut avoir des lésions à ce niveau-là. Il y en a un autre qui dit que la théorie, ah non, c'est plutôt un conflit qui va avoir entre la caracoïde, qui est le bout d'os ici, avec la tête humérale quand on bouge. Bon, bref, tout ça pour dire, c'est qu'il y avait plein de théories possibles, mais personne n'arrive à la vérifier. Donc là, c'est l'intérêt justement de pouvoir utiliser la simulation 3D, c'est qu'on a voulu voir ce qui se passe quand on fait ces mouvements de tennis. Donc on a recruté plusieurs volontaires, donc joueurs, ex-professionnels de tennis. On leur a demandé effectivement de jouer au tennis, etc. Donc on a enregistré leurs mouvements et autres pour pouvoir voir ce qui se passe. Donc là, je vous passe rapidement les différentes étapes. Pour faire la reconstruction 3D, là, on a utilisé de l'IRM, parce que comme on voulait aussi reconstruire ce qui est cartilage, donc les tissus mous, entre guillemets, c'est la modalité qui est la plus intéressante pour pouvoir bien visualiser toutes ces structures. On utilise, on va dire, une combinaison de volumes. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais chaque volume a une utilité pour pouvoir par la suite reconstruire si c'est de l'os, peut-être un volume avec une résolution un tout petit peu meilleure, donc plus de précision pour pouvoir reconstruire du cartilage, ce genre de choses. Bref, mais on a une combinaison de volumes, et puis par la suite, on a la possibilité de pouvoir reconstruire ça en 3D. Ici, on reconstruit l'ensemble du complexe de l'épaule, donc on a le sternum devant avec la clavicule, on a l'omoplate, l'humérus, etc. Et puis ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a reconstruit ces cartilages pour voir justement s'il y avait des lésions à ce niveau-là. Donc on a aussi la reconstruction des deux cartilages-là, plus le labrum, c'est ce que je vous montrais tout à l'heure, qui se trouve là, sur le bord de la glénoïde. Ensuite, l'étape suivante, c'est pouvoir justement capturer le mouvement. J'ai des images par la suite que vous verrez, mais il va falloir, je ne vais pas rentrer non plus trop dans les détails techniques, mais il faut définir, on va dire, un certain nombre de standards qu'on utilise en biomécanique pour pouvoir après reporter les mouvements de manière standardisée, c'est-à-dire pour pouvoir dire « Ah, ici, j'ai tant de degrés de flexion, j'ai tant de degrés d'abduction, etc. » Je ne peux pas inventer les plans anatomiques comme je veux, c'est ça que je veux dire. Donc, on doit les définir sur le patient pour qu'après, on puisse reporter ces mouvements-là. On a défini aussi, vous verrez, pour la capture de mouvement, on utilise énormément de marqueurs. En fait, beaucoup plus que pour d'autres articulations ou bien, par exemple, pour de l'animation 3D. Pour la simple et bonne raison, c'est que le gros problème que vous allez avoir, c'est que ces marqueurs, eux, ils se trouvent sur la peau. Ils subissent des mouvements dus à la musculature qui bouge, ce genre de choses, alors que vous, ce que vous essayez de mesurer, on est d'accord, c'est le mouvement de l'os qui est à l'intérieur, qui bouge normalement rigidement. Donc ces artefacts de peau induisent des erreurs de calcul, j'ai envie de dire ça comme ça. Donc en fait, on va utiliser, là de nouveau, je ne rentre pas dans les considérations trop techniques, mais on utilise beaucoup de marqueurs pour avoir de la redondance, et aussi c'est utile pour nos algorithmes qu'on utilise et notre modèle biomécanique pour essayer de limiter justement ces erreurs à cause des artefacts de peau. Quand on combine les deux aspects,
Bah, ça donne ça. Donc ça, vous avez le coup droit, le revers et puis le service. Ce qu'on rajoute aussi, on fait une capture complète du corps. Vous avez un peu moins de marqueurs. Vous ne les voyez pas bien, mais ce sont les petites boules en couleur, là, où en fait, on va rajouter un squelette, entre guillemets, virtuel. C'est juste pour qu'on puisse visualiser le mouvement dans son ensemble. Mais évidemment, ce qui va nous intéresser, c'est l'anatomie en mouvement qui est là, qui est donc, on va dire, animé, j'ai envie de dire, à l'aide d'un modèle biomécanique qu'on a dû valider, parce qu'on ne peut pas dire, ah, bah, voilà, ce modèle, il fonctionne, etc. Donc, on a dû faire quand même des validations propres et comparer des résultats avec d'autres modalités. Là, je ne rentre pas non plus dans les détails. Mais le but, c'est que là, maintenant, vous avez vraiment votre sujet, donc son anatomie et le mouvement qu'il a réalisé et qu'on voit justement en mouvement. Donc ça, c'est une première étape. Et puis maintenant, ce qui va m'intéresser, c'est de pouvoir, on va dire, entrer dans l'articulation et voir vraiment ce qui se passe au moment critique dans ces mouvements de sport. Donc une des premières choses qu'on voulait savoir, c'est les zones de stress, justement, au niveau de ces cartilages, pour voir s'ils sont sous stress. Et donc, qui dit sous stress, dit possibilité, justement, de lésions futures, vu que ce sont des mouvements qui sont répétés, etc. Donc c'est la simulation que vous voyez 3D ici. Donc là, on est à l'intérieur de cette zone-là, donc de la glénoïde. On a juste enlevé la tête humérale qui nous gêne, là, juste pour qu'on voit vraiment à l'intérieur. Puis vous voyez qu'il y a des couleurs qui s'affichent. Donc quand il y a du bleu, là, ça veut dire qu'il n'y a pas trop de stress, on va dire, mais quand il y a des couleurs qui arrivent, comme le jaune et puis notamment le rouge, là, on a vraiment les zones qui sont sous stress. Donc pour chaque, on va dire, mouvement de tennis, chaque patient, enfin, ou plutôt athlète, on peut mesurer cette information-là dans un mouvement donné. Donc ça nous donne une première information. La deuxième chose qu'on voulait aussi mesurer, c'est effectivement ces conflits qu'on appelle conflits subacromiales ici, c'est de mesurer l'espace interarticulaire, on va dire, entre la tête de l'acromion, enfin le bord, pardon, le bout de l'acromion, et puis la tête humérale. Et en fait, on peut dire que plus le rétrécissement, justement, il est petit, plus l'espace il devient étroit, on va dire, plus il y a une chance que les tendons qui se trouvent là entre deux sera, on va dire, pincés et abîmés ou ce genre de choses. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a pu mesurer. Finalement, les résultats de cette étude, c'est avéré qu'il y avait beaucoup plus de chances d'avoir des conflits à ce niveau-là, au niveau antérieur, avec beaucoup de stress donc devant, beaucoup plus souvent que des conflits qui étaient donc subacromiales ou ce genre de choses. Donc on a pu apporter des éléments de réponse pour essayer d'avoir une meilleure compréhension, on va dire, du phénomène. Donc ça, c'est déjà une possibilité d'utilisation de ce type de technologie. Là, vous voyez un peu plus en détail l'étude complète qui date un peu, maintenant je crois qu'elle date de 2015 ou 2014, avec la partie donc, reconstruction sur les images, ce qu'on obtient donc, avec la superposition entre l'IRM et puis les modèles des os là, qui sont reconstruits en 3D. Ça, c'est ce que je disais, on définit un certain nombre de systèmes de coordonnées, c'est juste pour reporter en termes, on va dire, cliniques, les amplitudes de mouvement. Puis ici, vous voyez donc un sujet équipé avec les marqueurs, toutes les caméras infrarouges devant lui ou derrière lui, enfin tout autour de lui, pour pouvoir capturer le mouvement de ces petits points. Et puis, ces petits points en question, on les retranscrit en une animation, on va dire, de l'articulation. Et tout ça avec un haut degré, évidemment, de précision, parce qu'on travaille dans le médical. Donc là, vous avez l'ensemble, donc anatomie en mouvement. Je passe juste ici, je m'arrête là. Donc voilà, donc déjà une première idée de comment on peut utiliser ça, appliquer, on va dire, au sport. L'autre exemple que j'ai sélectionné parle de prothèses de hanche. Donc ça, c'est un projet qu'on a réalisé notamment avec les HUG et puis la Haute École de Santé à Genève et Medacta, qui est un des constructeurs, on va dire, et qui fait aussi des planifications, on va dire, 3D de prothèses. Donc peut-être pour vous, éventuels patients, c'est un peu transparent tout le procédé qui est derrière, mais les prothèses sont évidemment adaptées à votre anatomie ou ce genre de choses-là. Et en fait, ce que faisait déjà Medacta dans une routine, on va dire, clinique, c'était de faire des reconstructions 3D, donc à partir des images du patient, de reconstruire son articulation
solution de virtuellement, on va dire, implanter la prothèse, donc en choisissant la bonne taille des implants par rapport à l'anatomie du patient, mais également aussi essayer de les orienter correctement. Parce que la taille, évidemment, et l'orientation jouent un énorme rôle par la suite pour essayer de retrouver justement votre mobilité. Donc il faut vraiment bien choisir ces différents paramètres-là pour être sûr que la chirurgie soit par la suite un succès. Par contre, comme je le disais, on ne s'intéressait pas du tout au mouvement. Donc c'est-à-dire qu'on ne teste pas ces prothèses en mouvement. La seule chose qu'on regarde, c'est le design de la prothèse et si ça correspond à votre anatomie. Je pense, en tant que éventuels futurs patients et candidats à ce type de chirurgie, moi j'aimerais bien m'assurer que cette prothèse soit adaptée par exemple à ma démarche, vu que tout le monde va avoir une marche qui est différente, tout le monde va, on va dire, bouger différemment, etc. Donc je veux être sûr que ça puisse fonctionner. Donc je vais vous passer directement la vidéo, je vais vous expliquer ce qu'on a fait. Donc l'idée, c'est évidemment, donc là vous avez un peu tout le processus, je vais peut-être rapidement avancer un petit peu parce qu'elle est un peu longue, et puis on va passer à travers les étapes. Donc vous avez une reconstruction 3D qui est faite à partir cette fois-ci de CT, donc de scanner, pour avoir vraiment le meilleur détail de l'os. Ce qu'on a fait aussi dans ce projet, c'est aussi mesurer la posture du patient, ce qui était généralement pas pris en compte. C'est-à-dire que si vous êtes plutôt dans cette posture-là, en train de marcher, ou plutôt comme ça, la prothèse, elle ne doit pas être orientée de la même manière. Donc ça, c'est des choses qu'on a aussi mesurées sur des radiographies pour pouvoir prendre ça en compte dans la planification. Ici, ce que vous voyez là, justement, c'est virtuellement, on va placer les implants. Et c'est juste aussi pour vous expliquer que selon l'orientation de cet implant, donc dans un axe ou dans un autre, et bien évidemment, votre mobilité sera complètement différente après la chirurgie. Donc c'est extrêmement important de pouvoir choisir le bon positionnement d'implant. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé une base de données, on va dire, de capture de mouvements, enfin de mouvements qui sont généralement assez à risque, on va dire, pour des gens qui sont implantés de prothèses ou qui risquent de luxer une prothèse ou ce genre de choses, comme vous le voyez, se coucher par terre, s'asseoir sur un siège bas ou ce genre de choses. Donc on a capturé une grosse base de données de mouvements. Je vais juste m'arrêter là sur des patients sains. Là, l'idée, c'était d'avoir un échantillon représentatif de la mobilité générale d'un patient, on va dire ça comme ça. Donc on a fait une grosse base de données avec tout un tas de volontaires. Et après, l'idée, c'était pour Medacta d'avoir leur planification 3D, puis d'avoir accès à cette base de données, de pouvoir sélectionner un mouvement et tester la prothèse. Évidemment, ce qui serait encore mieux, c'est de pouvoir avoir systématiquement le patient qui vienne faire sa propre capture de mouvement, et du coup, on va analyser ses mouvements propres. Comme ça, on est sûr que c'est vraiment son anatomie, son mouvement. Évidemment, c'est un coût. C'est pas remboursé par les assurances, vous pouvez vous en douter, ou ce genre de choses. Donc on essaye de trouver d'autres solutions, mais qui soient acceptables aussi pour le patient. Donc du coup, l'idée, là, c'était d'avoir vraiment une grosse base de données de mouvements représentatifs et au moins pouvoir tester ça. Dans l'idée que si on est capable de pouvoir réaliser les amplitudes de mouvement d'une personne qui est saine, on va dire, qui n'a pas de problème de hanche ou ce genre de choses, c'est déjà une bonne chose. Ça veut dire que l'implant se comporte, on va dire, correctement. Donc là, c'est ce que vous voyez rapidement. Donc il y a un mouvement qui a été sélectionné. Je crois que c'était s'asseoir sur une chaise et prendre un stylo par terre ou ce genre de choses, ou lasser les chaussures. Et du coup, ce qu'on a la possibilité de faire, c'est vraiment de voir ce qui se passe dans l'implant quand on fait ce type de mouvement. Et là, vous voyez qu'il y a de nouveau des couleurs qui apparaissent. Donc ces couleurs-là, ça veut dire collision entre l'implant et la structure. Je vais m'arrêter là. Ça veut dire que possiblement, on a nouveau les problèmes avec les vidéos là. Possiblement, si les implants ils s'entrechoquent, on va dire, de manière fréquente, ça veut dire qu'ils sont mal positionnés, ça c'est déjà une première chose, mais surtout si on a ces collisions qui arrivent, ça veut dire aussi une usure beaucoup plus rapide de la prothèse, parce qu'ils vont rentrer justement en collision et frotter ensemble, etc. Mais tout ça pour dire que si on améliore justement l'orientation de cette prothèse et puis qu'on choisisse mieux justement le positionnement de l'implant, on peut éviter ces collisions et ces usures précoces. Donc là, l'idée de cette base de données de mouvement, c'était de pouvoir simuler justement les implants et de pouvoir modifier, on va dire, l'orientation de la prothèse pour essayer de trouver le meilleur positionnement tout simplement. Donc voilà, de nouveau,
une autre manière de comment la simulation, on va dire 3D, et ses reconstructions et l'acquisition de mouvements peut aider à ce niveau-là. Je montre un dernier exemple. Ici, donc, je vous ai montré tout à l'heure comment on peut améliorer le diagnostic, comment on peut aussi faire de la planification pour la chirurgie. Là, j'ai pris un exemple dans la rééducation. Alors ici, c'est de nouveau une étude d'épaule, à savoir que voilà, quand vous avez eu un traumatisme à l'épaule et que vous devez faire une rééducation, généralement, pour pouvoir faire du renforcement musculaire ou ce genre de choses, vous avez toute une panoplie de mouvements pour pouvoir le faire. Vous allez peut-être utiliser des haltères, par exemple. Vous allez pouvoir utiliser une machine, par exemple avec des poulies ou ce genre de choses au fitness, etc. Vous allez peut-être utiliser simplement votre propre poids du corps en faisant, par exemple, des pompes ou ce genre de choses. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que pour travailler les différents groupes musculaires, vous avez une panoplie d'exercices. Maintenant, pour un physio, comment faire le tri dans tous ces exercices et comment pouvoir définir lequel serait, par exemple, le plus approprié si vous venez d'avoir, par exemple, une chirurgie de l'épaule parce qu'on vous a, par exemple, réparé justement la coiffe des rotateurs, donc les tendons. Ou bien, ah non, la chirurgie d'épaule que j'ai eue, c'était plutôt un problème au niveau des cartilages, donc j'aimerais essayer d'éviter de faire des exercices de rééducation qui risquent de fragiliser ce que je viens de réparer. On est d'accord ? Donc là, l'idée de ce projet-là, c'était de pouvoir justement tester tous les exercices de réhabilitation standards qu'on utilise justement en physiothérapie pour du renforcement musculaire et de pouvoir voir ce qui se passe dans l'articulation quand je fais chacun d'entre eux pour pouvoir après émettre des recommandations sur ceux qui devraient être privilégiés selon la pathologie du patient. Donc là, c'est ce que vous voyez sur les images. Je vais passer directement à la vidéo aussi, comme ça. Alors, j'ai juste avancé, juste après ça on l'avait vu juste avant. Donc, une fois qu'on a reconstruit juste de nouveau, à partir des images médicales, l'anatomie, on va dire, de nos volontaires qui ont participé à cette étude-là, on a capturé justement tous ces mouvements de réhabilitation avec toutes les possibilités, presque, pas toutes non plus, mais il en existe d'autres, mais en tout cas, un bon échantillon de ce qui se fait généralement en physiothérapie pour du renforcement, on va dire, musculaire. Donc là, dans la même idée, on a l'anatomie du patient, on a son mouvement, et là, j'ai la possibilité de pouvoir superposer, fusionner, on va dire, ces deux informations et de pouvoir voir ce qui se passe. Je fais une toute petite pause ici. Ce qui nous intéressait dans cette étude, c'est de nouveau, comme pour l'étude du tennis ici, c'est de voir quel est l'espace on va dire, sous-macromial, là, de pouvoir mesurer cet espace-là, dans la même idée que, de nouveau, si cet espace il diminue trop, on va dire, eh bien, les tendons de la coiffe qui se trouvent justement là entre deux, on va dire, vont se faire pincer, et du coup, ça peut être nocif. Donc, si je me suis fait opérer justement de cette coiffe des rotateurs, c'est typiquement un exercice que j'essaye d'éviter quand ça diminue cet espace-là. Donc ça, c'est des choses qu'on mesure, et en fait, c'est les petites couleurs que vous voyez apparaître, c'est une mesure de la distance entre l'acromion et puis la tête humérale. Donc quand c'est rouge, ça veut dire que la distance, elle est minimale et moins, on va dire, de 6 mm, ce qui reste quand même un espace extrêmement petit. Vous allez voir ça en mouvement. Donc ça, c'est l'exercice qui est fait, et ça, c'est ce qui se passe au niveau de l'articulation. La même chose que pour le tennis, il nous a intéressé de voir ce qui est, on va dire, mesure du stress au niveau de l'articulation. Donc ça, c'est le mouvement qui est fait, donc c'est un exercice de poulie. Et puis après, ça, c'est la mesure du stress que vous avez dans le cas, à l'intérieur de l'articulation. Donc là, de nouveau, si vous avez été opéré des cartilages ou ce genre de choses, vous essayez d'éviter ce qui augmente le stress dans l'articulation. Et puis cette dernière simulation que vous voyez là, je vais juste mettre en pause aussi. Là, on a fait un peu une simplification. Là, l'idée, c'était d'avoir une mesure d'élongation de ces tendons de la coiffe des rotateurs. Donc la coiffe des rotateurs, c'est un complexe, on va dire, musculaire autour, on va dire, avec des insertions au niveau justement de l'omoplate jusqu'à l'humérus. Ici, vous avez une simplification, c'est-à-dire qu'on n'a pas reconstruit en entier le muscle, mais ce qu'on a fait, c'est une ligne d'action. Donc, par rapport à son origine et sa terminaison, on a juste une ligne. Et ce qui va nous intéresser, c'est comme un ressort, on va dire, c'est de voir comment il s'allonge et combien il se compresse. À savoir que si le muscle, il est allongé,
enfin, il est beaucoup allongé dans le mouvement, ça veut dire qu'il va subir aussi un certain stress et on va essayer d'éviter, pour, par exemple, une personne qui a été opérée justement de ces tendons-là, de faire des exercices qui va trop allonger, on va dire, ce muscle en question. Donc là, c'est ce que vous voyez, c'est une simulation, on va dire, simplifiée, parce qu'on ne prend pas en compte toute l'anatomie complète, on va dire, du muscle, avec une simulation très complexe par la suite. Là, on a quelque chose de plus simple, mais la seule information qui nous intéressait, c'est le facteur élongation, compression de cette ligne, entre guillemets, de ce ressort, on va dire ça comme ça. Donc ça, c'est ce que vous voyez ici. Donc dans tous ces mouvements-là, on a pu aussi mesurer ce qui se passe quand on fait ça. Et toujours dans l'idée de pouvoir après classifier ces exercices par rapport à la pathologie du patient et de pouvoir émettre par la suite des meilleures recommandations à ce niveau-là. Donc ça, c'est un travail qui a été réalisé avec les HUG et que maintenant ils utilisent ces données-là aussi pour pouvoir mieux personnaliser, on va dire, le traitement, enfin la réhabilitation du patient. Là, je vous ai montré un tout petit peu tout ce qu'on faisait sur la partie vraiment simulation 3D, etc. Je vais rapidement maintenant passer sur ce qu'on appelle les casques ou de réalité virtuelle ou augmentée. Vous en avez peut-être déjà entendu parler, peut-être certains d'entre vous, on les ont déjà testés. Quand on parle de réalité virtuelle, donc avec un casque de réalité virtuelle, on est 100% immergé, on va dire, dans un monde virtuel, donc on est coupé du monde, on va dire. Alors que quand on parle de réalité augmentée, on va aussi avoir un casque. La seule chose, c'est qu'on va pouvoir voir le monde réel et on va en plus pouvoir superposer des informations qui sont, elles, virtuelles sur la réalité. Juste pour vous dire aussi que la réalité virtuelle, ce n'est pas quelque chose qui est complètement nouveau. On en parle un peu plus depuis quelques années parce qu'il y a cette technologie de casque ou ce genre de choses. Donc ça, ce sont des très vieux modèles, vous voyez, qui datent. J'ai essayé un peu de ressortir, mais on parle déjà de réalité virtuelle depuis 1962, 1968, avec des premiers prototypes de casque. Ça n'avait jamais marché parce que technologiquement parlant, la qualité de l'image était très mauvaise. On n'avait pas assez de puissance aussi de calcul et ce genre de choses. Et puis maintenant, depuis, on va dire, 4-5 ans, ça revient au goût du jour avec des casques de réalité virtuelle qui sont maintenant beaucoup plus modernes. C'est ce que vous voyez ici sur cette image-là. Donc, dans le but toujours d'être 100% immergé. Ça a évidemment beaucoup d'applications dans le jeu vidéo. Je ne veux pas en parler. On va voir comment on utilise ça dans la partie médicale. Ici, vous avez des exemples de casques de réalité augmentée. Ça ressemble beaucoup aux autres. Vous allez me dire, ceux-là, ils sont complètement fermés. Donc, vous êtes complètement coupé du monde réel. Vous le voyez bien sur les images-là. Par contre, ici, vous avez comme des sortes de lunettes, on va dire, sauf que vous allez pouvoir superposer de l'information virtuelle sur la réalité. Quelques applications en réalité virtuelle d'abord. Donc, passablement de choses qui sont possibles de faire. Par exemple, déjà, si vous avez fait des reconstructions 3D à partir d'images ou ce genre de choses, on a à nouveau le problème avec les... J'espère que ça va charger. Voilà. Donc là, vous avez des reconstructions tridimensionnelles qui ont été faites. On a mis ça dans un casque de réalité virtuelle. Donc vous pouvez vraiment naviguer maintenant à l'intérieur du corps humain, on va dire, de manière peut-être un peu plus simple et plus représentative que de regarder des planches anatomiques. Donc ça peut être un bon outil, on va dire, éducationnel pour les futurs médecins, pour mieux se repérer, etc. Mais aussi, par exemple, pour présenter, je ne sais pas, un problème au patient ou ce genre de choses, on pourrait aussi lui présenter sous une forme virtuelle, être à l'intérieur de son articulation, par exemple, pour expliquer justement un problème, etc. Donc là, le but, c'est vraiment une visualisation 3D et être à l'intérieur du corps. Je vous montre un des exemples que nous, on a aussi développé, donc toujours en utilisant des casques de réalité virtuelle. Ça, c'est la vue que vous obtenez à travers le casque. On a aussi des contrôleurs, c'est ce que vous voyez juste ici, là, pour pouvoir interagir avec le monde virtuel. Donc là, l'idée, c'est qu'on a notre patient qui est reconstruit justement aussi en 3D, puis on a possibilité, alors je peux m'amuser si je veux à démonter le patient en petits morceaux, mais ce n'est pas le but principal. Là, le but, c'est vraiment de pouvoir visualiser à l'intérieur de l'articulation, donc avec une vue 100% 3D comparée à ce que vous avez sur un écran 2D. Je peux simuler un certain nombre de choses, comme je l'ai fait précédemment avec les autres exemples que je vous ai démontrés avant. Vous avez, celui-ci, je vais le passer pour gagner un petit peu de temps. La réalité virtuelle est aussi énormément utilisée pour le traitement des phobies, par exemple, parce que c'est un médium qui est quand même très efficace. Donc là, par exemple, vous avez
je vous montre cet exemple-là. Est-ce que la vidéo... Ouais, ça marche. Donc là, c'est une personne qui a peur du vertige. Donc en fait, elle a physiquement là, juste un petit rebord pour avoir quand même la sensation, quand je passe le pied sur le bord, je sens que j'ai l'impression d'avoir du vide ou ce genre de choses. Elle a le casque de réalité virtuelle et ça, c'est ce qu'elle voit. Vous voyez ici la dame avec le casque. Elle marche là-dessus, mais elle, ce qu'elle voit, c'est ça. Donc là, c'est tout de suite mettre en condition justement le patient. Alors là, c'est assez extrême, évidemment, pour une personne qui a le vertige ou ce genre de choses. Il y en a beaucoup qui ont très peur. Ça marche très très bien, c'est très efficace ce médium-là. Mais dans l'idée de pouvoir utiliser ça, voilà, pour essayer de confronter le patient à ses peurs et puis et essayer justement de les surmonter. Vous avez un autre exemple ici aussi. Rapidement pour un nouveau problème, ça va venir, c'est juste elles sont, voilà. Donc ça c'est, aux États-Unis ils utilisent ça pour traiter les gens qui ont des désordres post-traumatiques dus au stress par exemple, et notamment les gens qui ont fait la guerre, l'armée ou ce genre de choses, d'essayer de pouvoir de nouveau les réhabiliter et les confronter à leur stress, à leur peur. Donc on fait une simulation, ici vous avez un militaire qui lui se trouve avec le casque de réalité virtuelle dans une simulation en conditions de guerre ou ce genre de choses pour essayer d'affronter de nouveau ses peurs, etc. Je vous montre un exemple actuel de ce qu'on fait en collaboration avec les hôpitaux universitaires de Genève. Là, l'idée, c'est de créer en partenariat avec eux. Eux, ils travaillent plutôt sur la partie, effectivement, la partie réhabilitation et la machine. L'idée, c'est de pouvoir fournir, on va dire, pour les soins intensifs. Actuellement, on essaye de mobiliser, on va dire, le plus vite possible un patient qui se trouve aux soins intensifs, qui sont quand même des patients qui sont gravement atteints, on va dire, dans le but qu'ils puissent justement sortir de ces soins intensifs-là le plus vite possible, s'ils arrivent déjà aussi à être, on va dire, plus mobiles, etc., pour éviter les escarres, par exemple, ou ce genre de choses. Actuellement, il n'existe pas, on va dire, de machines, il en existe quelques-unes pour essayer de réhabiliter le patient, où vous allez faire des exercices assez simples en étant alité, par exemple, donc peut-être quelque chose, des mouvements un peu cycliques, comme si vous allez faire un petit vélo ou ce genre de choses-là, essayer peut-être avec une presse de pousser ou ce genre de choses, enfin des exercices assez simples. Par contre, actuellement, les machines s'adaptent assez mal à des patients qui sont hospitalisés dans ce type de conditions, avec, vous voyez, ici, c'est pas très pratique, il faut arriver justement à définir une machine qui puisse s'adapter, on va dire, à toutes les conditions du patient. Donc ça, c'est les HUG qui sont en train de développer actuellement un prototype de machine qui permettrait aux patients de pouvoir travailler dans tous les plans, etc., et de pouvoir le mobiliser le mieux possible. Et ce que nous, on a proposé de faire, c'est de rajouter un module de réalité virtuelle. Vous imaginez que les gens en soins intensifs, c'est des gens qui sont déprimés, c'est comme ils sont gravement atteints, c'est pas drôle d'être à l'hôpital plusieurs jours. Donc là, l'idée, c'est de les faire évader grâce à la réalité virtuelle. Je sais pas si j'arrive à la montrer, parce que tout à l'heure, elle marchait pas, la vidéo. Ouais. Alors, ça va être compliqué. Ça rame à fond, mais c'est pas grave. Là, l'idée, c'est que plutôt que de faire du pédalo, on va dire, cyclique dans sa chambre d'hôpital et de voir la chambre d'hôpital, c'est de rajouter le casque de réalité virtuelle et puis de se retrouver sur une rivière. Vous voyez votre corps en train de pédaler. Donc, quand je pédale, ça va pédaler justement, ça va faire avancer la petite embarcation. Si je pédale plus vite, elle va avancer plus vite, etc. Donc là, l'idée, c'est de vraiment pouvoir immerger le patient. Je suis désolée, la vidéo, elle ne marche pas bien sur cet ordinateur-là, mais c'est de vraiment pouvoir faire évader, on va dire, le patient qui se retrouve complètement ailleurs, qu'il oublie qu'il est dans sa chambre d'hôpital. Puis après, l'idée, c'est aussi de pouvoir, comme je disais, gamifier la séance, c'est-à-dire que, tiens, si je vais plus vite, ou bien si je fais plus d'efforts, tout à coup, il va se passer quelque chose visuellement. On pourrait imaginer, je sais pas, dans cet environnement-là, il y a plus de grenouilles qui sautent. Je dis une bêtise comme ça. Mais on peut, adapter, on va dire, l'environnement virtuel par rapport au travail du patient. Donc ça, c'est quelque chose qu'on est en train de développer actuellement. Je vous montre juste quelques exemples de réalité augmentée, et puis ensuite, je vais arriver à la fin de cette présentation. Donc là, comme je vous disais, on voit... donc là, c'est un autre exemple, plus pour la partie éducationnelle, ce genre de choses. Donc on voit le réel. Lui, il se retrouve dans une salle... quelconque, mais en plus, on a une superposition virtuelle. Donc là, on se balade à travers le corps, donc il y a des reconstructions 3D qui ont été faites. Puis après, avec le casque, je peux vraiment bouger gauche, droite et regarder vraiment sur tous les angles. C'est ça qui est l'intérêt. Plutôt que d'être sur un écran où j'ai toujours une vision 2D, là, c'est vraiment d'être toujours en 3D.
Il y a eu, par exemple, pour la partie chirurgicale, il y a passablement de développement, parce qu'évidemment, le saint graal de tout ça, c'est de pouvoir avoir des lunettes pour un chirurgien, que ce soit orthopédique ou autre, mais de pouvoir, évidemment, superposer sur le patient son anatomie. Vous pouvez imaginer que si j'ai la possibilité de pouvoir augmenter la vue du chirurgien comme si j'avais une vision à rayon X, bah, je pourrais beaucoup mieux me guider à l'intérieur du patient, peut-être éviter un certain nombre de vaisseaux que je devrais, si possible, ne pas toucher, parce que je risque de rendre la situation plus critique à mon patient, etc. Donc ça, c'est ce qui se fait, par exemple, à l'IRCAD, où vous avez une vue par laparoscopie. Donc c'est une petite caméra qu'on met à l'intérieur du corps. Généralement, ce que vous obtenez, c'est ce type d'image-là. Et puis ce que fait l'IRCAD, par exemple, c'est qu'ils ont fait une reconstruction 3D des organes qu'on va opérer au préalable. Puis du coup, sur cette vue vidéo, on va superposer l'anatomie du patient. Alors ce qui est compliqué, c'est que si le patient bouge ou que la caméra bouge, il faut que la vue, elle bouge tout le temps, parce que sinon, si elle ne suit pas et qu'elle n'est pas parfaitement superposée, ça ne fonctionne pas. Donc ça, c'est la partie qui est complexe, on va dire. Mais du coup, j'ai une vue où je peux naviguer à l'intérieur en augmentant, on va dire, la vue du chirurgien. Vous aviez d'autres exemples un peu moins impressionnants que celui-ci, parce que là, le positionnement, il est bon. Ici, il y avait eu dans l'idée aussi des idées un peu plus farfelues d'utiliser un iPad ou ce genre de choses avec la reconstruction anatomique. Puis du coup, j'ai l'iPad au bloc, ce qui n'est pas très pratique. C'est pour ça que je dis ça, c'était des idées un peu plus farfelues. Mais je peux voir, en fait, superposer à travers l'écran, on va dire, des informations anatomiques par rapport au patient qui est positionné en dessous. On avait d'autres idées aussi, ça c'était au HUG, ils pensaient faire ça, donc avec une reconstruction 3D au préalable, de pouvoir projeter sur le patient. Donc là, ça présuppose que là en dessus, il y a un projecteur, et puis du coup, on va projeter l'anatomie sur le patient pour pouvoir opérer. Alors là, c'est la même chose. Ce qu'ils ne faisaient pas, par contre, c'est qu'ils faisaient juste une projection, c'est-à-dire que si je bougeais comme ça le patient, bah, la projection, elle ne suivait pas avec le patient. Donc là, ça ne fonctionne pas non plus, parce qu'il faut que, si je bouge le patient, il faut que ma projection bouge également. Donc ça, c'est la partie qui est un tout petit peu complexe. Nous, on a essayé de travailler là-dessus, mais avec quelque chose d'un peu plus maintenant moderne, c'est-à-dire ces casques de réalité augmentée. Donc l'idée, c'est d'avoir le casque au bloc opératoire et puis de pouvoir donc voir le patient réel, superposer l'information anatomique et pourquoi pas amener, par exemple, si je prends l'exemple d'une prothèse de hanche ou d'épaule, etc., si j'ai fait une superbe, on va dire, planification 3D de ma prothèse, j'aimerais bien pouvoir ramener cette planification au bloc opératoire pour être sûr de pouvoir la réaliser. Parce qu'actuellement, comme je vous ai dit, on peut faire une très bonne planification 3D, mais si on n'est pas capable de reproduire cette planification au bloc opératoire, ça ne fonctionne pas. Donc là, l'idée, ce serait de pouvoir rajouter de l'information où je vais pouvoir voir ma prothèse virtuelle, et puis dans l'idée de pouvoir, au moment où je vais par exemple fraiser, donc faire un trou ou bien couper, on va dire, de l'os ou ce genre de choses, je puisse déterminer exactement le bon plan de coupe, etc. Et que le système puisse me dire « Ah non, là, attention, tu ne vas pas couper juste, il faut que ta lame, elles sont plutôt comme ça, ou bien plutôt dans cette orientation-là. » Donc ça, c'est le casque de réalité virtuelle, augmentée, qui va me donner une information supplémentaire, que je vais pouvoir appliquer ça sur le patient et donc guider, on va dire, le chirurgien à toutes les étapes de sa procédure. Évidemment, ça, c'est quelque chose qui est assez complexe. Actuellement, on ne peut pas le faire simplement avec le casque de réalité augmentée ici. Eux, ils sont aussi bardés de senseurs ou ce genre de choses, c'est-à-dire que quand je vais tourner la tête, la projection va suivre, etc. Actuellement, ce n'est pas encore suffisamment, on va dire, précis pour le domaine médical, parce qu'il faut être vraiment de l'ordre de 1 mm au grand maximum d'erreurs, je dirais même plutôt 0,5 mm. Actuellement, on a plus d'erreurs à ce niveau-là. Donc nous, on essaie d'inventer, de combiner ça avec de la capture de mouvement. Je vais juste revenir, pardon. Pour essayer de ne pas trop compliquer pour vous qui connaissez peut-être un peu moins ce qui se passe au bloc opératoire, mais généralement, on utilise un peu comme des caméras de capture de mouvement, mais aussi des caméras infrarouges, ce qu'on appelle des systèmes de navigation. Et puis, on va pouvoir aussi mettre des marqueurs dans l'os, dans le patient, on va dire. Et puis, du coup, quand je bouge, là, mon os, cette caméra va enregistrer aussi le mouvement que fait ce patient-là. C'est utilisé généralement dans des procédures assez spécifiques. En orthopédie, on l'utilise, par exemple, dans un certain nombre de procédures, mais on ne l'utilise pas systématiquement. Là, l'idée, c'est de coupler les deux informations, donc le casque de réalité virtuelle et puis le système de navigation qui va me donner la
précision que le casque n'a pas actuellement. Donc de pouvoir, on va dire, calibrer les deux choses et pouvoir calculer, on va dire, la bonne projection de ce casque pour pouvoir superposer cette anatomie parfaitement sur le patient. C'est ça qui est intéressant. Donc là, on a des premiers tests. Vous voyez que donc, je capture le mouvement grâce à ces petits marqueurs. Ici, j'ai le mouvement de l'os en question. Et puis, je calcule la superposition. Vous voyez que là, pour le moment, on avait encore un peu d'erreur. On est à 3 mm, donc ce n'est pas suffisant pour de la chirurgie. Mais on a déjà une première, donc, dans l'idée de pouvoir superposer. Ce que vous voyez en gris ici, c'est la reconstruction 3D qui a été faite de ce bassin au préalable. Et puis là, on a ce qu'on appelle un fantôme. Là, on a un bassin artificiel, on va dire, dans l'idée qui a été scanné pour pouvoir obtenir cette reconstruction 3D. Et là, l'idée, c'est de pouvoir mesurer si on arrive à parfaitement superposer cette projection sur l'os artificiel, entre guillemets. Donc vous voyez que là, pour le moment, on a encore 3 mm d'erreur. Donc ça, ce n'est pas suffisant, en tout cas pour de la chirurgie, mais c'est des choses pour lesquelles on travaille dans l'idée de rendre cette vision à rayon X aux médecins. Je vous montre un autre exemple en utilisant cette même technique, et c'est la dernière slide, l'avant-dernière. Donc là, c'est un examen clinique augmenté, c'est-à-dire que vous me voyez là avec le casque, puis en fait, ce que je vois, moi, je vois ça. Je vois l'anatomie superposée au patient, puis du coup, mon examen clinique, je peux voir l'articulation du patient en mouvement quand je fais ça, et puis je peux aussi mesurer directement les amplitudes de mouvement. Là, vous voyez l'amplitude, ça va peut-être revenir, voilà. Ouais, on ne voit pas bien parce qu'elle est derrière, malheureusement. Là, j'ai 28 degrés d'abduction. Donc en fait, je peux rajouter des mesures, etc. On pourrait imaginer aussi une session de réhabilitation augmentée pour voir le progrès du patient, par exemple. Donc là, il fait des exercices, puis je vois l'anatomie. Il y a un petit délai, ce qui est normal, mais je vois l'anatomie en mouvement. Quand lui, il fait ce mouvement-là, qu'est-ce qui se passe? Ah tiens, là, il fait 85 degrés de flexion, par exemple, ou ce genre de choses. Donc ça, c'est juste des exemples applicatifs qu'on a fait en plus de comment on pourrait utiliser ce type de technologie pour augmenter, on va dire, la vue, etc. Là, c'était le dernier exemple pour la partie, on va dire, sport ou ce genre de choses, où on a la possibilité de pouvoir enregistrer ce mouvement, puis par la suite de le rejouer, mesurer des trajectoires, par exemple, des vitesses, des accélérations, etc. Et de pouvoir justement mieux analyser le mouvement du patient. Donc voilà, en conclusion, j'essaye de reprendre le titre, on va dire, de ma présentation. Est-ce qu'on peut être soigné, on va dire, par de la réalité virtuelle? J'ai envie de dire oui, en quelque sorte. Enfin, en tout cas, on peut fournir un certain nombre d'outils aux médecins, en tout cas, pour mieux comprendre ce qui se passe à l'intérieur d'une articulation, mieux comprendre, on va dire, la pathologie en question, etc., mieux planifier, évidemment, le traitement, le réaliser et puis rééduquer le patient. Donc, pour ça, les objectifs, c'est vraiment d'être plus précis, aussi d'avoir moins de risques, en tout cas pour la chirurgie, etc., diminuer évidemment la douleur, et puis pour ce qui est réhabilitation, que ça soit plus fun, effectivement, pour le patient, plutôt que d'être dans sa chambre d'hôpital, de pouvoir être vraiment dans un monde, oublier qu'il est là-bas, et puis d'avoir même du plaisir à réaliser sa réhabilitation ou ce genre de choses. Par contre, on pourrait ouvrir le dialogue et il me faudrait plus que, on va dire, 5 minutes ou un quart d'heure de questions pour pouvoir répondre à ça. Encore une fois, et ça c'est toujours la crainte avec les nouvelles technologies, la technologie, elle n'est pas là pour remplacer le médecin. Au contraire, elle est là pour augmenter, on va dire, ses performances et ses capacités, mais en aucun cas pour le remplacer. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. Le but, c'est vraiment le médecin qui, lui, prend la décision. Si je suis au bloc opératoire, c'est lui qui doit prendre la décision finale en cas de problème ou ce genre de choses. Ce ne sera jamais la technologie qui prendra le dessus. Ça, c'est important. Donc ça, c'est ce que j'ai mis ici. Le but, c'est d'augmenter l'être humain ou bien d'augmenter les capacités, on va dire, du médecin, mais surtout pas que la technologie prenne le dessus sur l'humain. Voilà, je vous remercie en tout cas de votre attention. Merci beaucoup pour ce voyage à travers toutes les applications qu'on peut imaginer. Et ça, c'est qu'une partie des applications, donc c'est tout petit. Et j'imagine qu'il y aurait de quoi faire encore des heures de ça. Surtout que maintenant, aussi bien les techniques d'imagerie que les puissances informatiques ont tellement évolué qu'on va commencer à avoir des choses encore beaucoup plus fines. Et je me réjouis de voir dans quelques années ce que ça va donner. Ouais, d'ailleurs, je n'ai pas mentionné, mais la capacité de la radiologie, actuellement, on est obligé d'utiliser la capture de mouvement parce que vous pouvez... En fait, vous imaginez que
on n'est pas capable, par exemple, de pouvoir capturer des mouvements amples dans un scanner ou ce genre de choses. Donc ça, c'est une limitation de la radiologie. Ou bien de faire du 100% dynamique. Généralement, on a des contraintes techniques pour le faire, etc. C'est clair que le futur de l'imagerie, si on a la capacité de pouvoir acquérir des images plus vite en dynamique, on risque de remplacer en grande partie ce qu'on fait en capture de mouvement. Après, jouer au tennis dans un scanner, je pense que ce ne sera pas possible. Donc, il y aura toujours de la place pour ce type de technologie. Mais la combinaison de pouvoir faire de la cinématique et de l'imagerie, même si c'est des mouvements, ça va quand même ouvrir des perspectives. Ouais. J'ouvre le débat aux questions. Est-ce que vous avez des questions? J'en suis sûr qu'il y a des commentaires. Oui. Pour la formation des médecins ou du corps médical, est-ce que vous participez par exemple au centre de simulation avec la faculté de médecine? Parce qu'il y aurait un côté éducatif qui est important. Alors, malheureusement non, mais j'aurais plaisir à participer à ce genre de choses. C'est vrai que j'ai abordé brièvement le sujet, mais il y a plein de choses qu'on pourrait faire pour effectivement améliorer l'éducation du futur médecin, etc. On a tous l'habitude d'avoir travaillé sur des NETER ou ce genre de choses. Pour moi, c'est un peu quelque chose un peu révolu, les planches anatomiques. On fait un peu de reconstruction 3D. Je ne suis même pas sûre que les étudiants ils voient vraiment ce genre de choses. Et c'est clair qu'il y aurait énormément de travail à faire au niveau pédagogique. Ouais. Ok, je vais en parler. Merci. S'il vous plaît, vous avez tout à l'heure montré l'utilisation de votre système là, sur le positionnement des implants. Mais quant à la forme et à donc des implants, est-ce que ça peut être utilisé? Et la question suivante, est-ce que toutes vos datas peuvent être envoyées sur une imprimante 3D pour fabriquer donc exactement la bonne prothèse? Alors là, l'application qu'on en a faite, nous on s'est arrêté principalement sur la partie cinématique, c'est-à-dire de pouvoir analyser l'implant en mouvement. C'est-à-dire qu'avant, ce qui est fait justement par Medacta en collaboration avec le chirurgien, c'est eux qui choisissent, on va dire, la taille des implants ou ce genre de choses parmi leur gamme standard qu'ils ont à disposition. On n'a pas fait d'impression 3D, etc. Ce que je ne vous ai pas montré dans ce projet-là, par contre, ce qui a été fait avec de l'impression 3D, c'est ce qu'on appelle des guides de coupe. Comme je vous disais, pour pouvoir reproduire la planification 3D au bloc opératoire et être sûr qu'on va couper, par exemple, la tête du fémur correctement, parce que selon le plan que je choisis, si je coupe comme ça, comme ça, comme ça, je ne vais pas pouvoir positionner l'implant parfaitement comme c'est défini au planning. Donc ce qu'on fait généralement au bloc opératoire, on imprime en 3D par rapport à la reconstruction anatomique qui a été faite virtuellement, on va dire, ce qu'on appelle des guides de coupe. Je les ai pas, je crois que je les ai peut-être là, attendez, peut-être pour exprimer ça. Ici, voilà. Ça va venir juste après. Qui sont en fait des petites pièces comme ça. Ah, flûte. Pardon, alors on va essayer de revenir en arrière. Ouais, c'est ça. Qui sont ces petits guides de coupe qui en fait épousent parfaitement la forme osseuse, on va dire, et au bloc opératoire, donc ils sont stérilisés au préalable. Puis ensuite, on applique cette pièce sur le patient pendant l'opération pour être sûr qu'on coupe correctement. Donc en fait, ça donne des guides, ce qu'on appelle des guides de coupe, et détermine justement, aide le chirurgien à savoir exactement comment il faut couper. Donc ça, c'est des choses qu'on fait. On peut imprimer effectivement des implants en 3D. Actuellement, ça ne se fait pas dans une routine clinique. Donc on sait généralement lesquels il faut choisir par rapport à l'anatomie du patient en termes de taille et ce genre de choses. Ce qui est vraiment critique, c'est le positionnement de l'implant. Et c'est là-dessus qu'on a travaillé et que ces techniques-là sont utiles, on va dire. Autre question ? Je sais que les Google Glass ont été essayés pour un sujet, mais bon, ils ne sont plus, je crois, sur le marché. Plus du tout. Mais ils avaient une limitation, j'imagine.
Alors la limitation, c'est la vue que vous avez. Actuellement, c'est encore une limitation, on va dire, des casques de réalité augmentée. C'est-à-dire que quand vous avez le casque sur la tête, le champ de vision sur lequel vous pouvez donc superposer de l'information virtuelle, donc le champ de vue, le champ de vision, il est encore extrêmement petit. Actuellement, il est peut-être comme ça, le carré. J'ai pas une vision voilà, assez large ou ce genre de choses. Les Google Glass, c'était minuscule, je renvoyais rien. Donc au final, pas très utile si je ne suis pas capable de pouvoir de voir correctement et puis justement de superposer l'information concrètement. Ça s'améliore, le hardware évolue chaque année. Il y a un moment donné où on aura même, là pour le moment on a encore des gros casques, mais on pourrait imaginer juste des lunettes ou ce genre de choses et qui permettent de pouvoir couvrir tout le champ de vision. La technologie avance plus vite qu'on a le temps de l'utiliser, ça c'est vrai. Tous les jours il y a des nouvelles technologies qui sortent. C'est clair. Encore une question, oui. Bonsoir. En tout cas, bravo pour la présentation, elle était vraiment très très claire. Puis moi, je m'intéresse plutôt à tout ce qui est partie musculo-tendineuse. Ouais. Donc, je voudrais savoir un petit peu, donc le modèle, il est basé essentiellement ostéo-articulaire, on va dire, mais on sait que le corps humain, donc il est un peu plus compliqué que ça. Déjà, d'un premier point de vue, si au niveau des résultats que l'on a avec l'analyse cinématique, est-ce qu'elle est suffisante ou est-ce qu'elle est robuste réellement pour qu'on puisse s'appuyer sur ces résultats? Et puis dans notre point de vue, est-ce qu'il y aurait déjà des croisements de données avec notamment l'électromyographie pour justement l'analyse musculaire? Oui, il y a des simulations spécifiques qui sont utilisées. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler d'OpenSim ou ce genre de choses-là. Donc en fait, c'est des modèles musculo-squelettiques. Donc c'est un peu, il y a l'ensemble des muscles qui sont modélisés, mais de nouveau d'une manière simplifiée, parce que ce qui est extrêmement compliqué, c'est d'avoir une reconstruction complète du muscle et qui lui va se déformer au cours du mouvement. Il y a un certain nombre de choses qui se font, mais sur une jambe entière, il faudrait un monstre pour que ça se calcule correctement dans des mouvements plus complexes, c'est encore plus compliqué, on va dire. Mais il existe des modèles simplifiés, donc ce sont un peu comme ce que j'ai montré avant, des lignes d'action, etc., mais pour l'ensemble, par exemple, d'un membre supérieur ou un membre inférieur. Et du coup, on combine ça avec l'électromyographie pour pouvoir avoir des données d'activation musculaire qui ensuite, dans le modèle, va activer cette ligne d'action, entre guillemets, à partir de ces données-là, et puis de voir comment ce modèle se comporte ou ce genre de choses. Donc il existe un certain nombre de modèles de ce type-là. Il y a des choses plus complexes aussi, comme par exemple, on parle d'analyse par élément fini, peut-être que vous avez déjà entendu ça, on utilise ça beaucoup dans l'ingénierie, par exemple pour tester des structures, comme quand on construit un bâtiment, par exemple, pour être sûr qu'il ne s'écroule pas, on va tester que la structure est bonne, etc. Donc on fait des simulations informatiques pour ce genre de choses. En médecine, on fait la même chose, où on fait des simulations donc pas de structure cette fois-ci, mais d'organes, donc qui peut être soit osseux, soit effectivement des tissus mous type cartilage, muscle ou ce genre de choses, pour étudier le comportement physique. Ça a un intérêt, par exemple, énorme pour tout ce qui est prothèses également pour les simulations d'usure, pour être sûr qu'elles vont tenir le choc et avoir une durabilité qui est importante, tout ce genre de choses. Donc il existe encore d'autres, je veux dire par là, d'autres simulations un peu plus complexes et également, on va dire, musculo-squelettales. Ce que je n'ai pas montré là, mais ouais. Merci. Là, après, c'est jamais parfait encore. C'est toujours... l'anatomie humaine est tellement complexe qu'on a plein de simulations, mais on n'est jamais 100%, on va dire... on n'arrive jamais à simuler 100% le corps humain, on va dire ça comme ça. Là, je ne peux pas résister d'ajouter quelque chose. Oui. C'est le seul projet qu'on a fait ensemble avec Cécilia il y a quelques années. Oui. On rêvait de mesurer l'activité du muscle avec des molécules radiomarquées. Et ce projet qui avait justement pour objectif, si on veut trouver une technique qui pourrait voir non seulement la cinétique, mais aussi est-ce que le muscle consomme de l'énergie pour savoir les récupérations post-traumatiques ou post-accident. On l'a fait dans la souris, mais on n'a jamais pu arriver à l'homme. On a fait quelques modélisations. Évidemment, c'est des projets qui coûtent très cher, qui sont très complexes. Ouais. Et puis notre fonds de recherche ne nous a pas permis d'aller au-delà d'un modèle animal. On a fait quelques simulations chez l'homme. Mais il y a de l'espoir qu'on va pouvoir voir pas seulement la cinétique, la mécanique, mais peut-être aussi la biologie. Et si on combine tout ça ensemble, alors là, on aura quelque chose à faire. Dans quelques années, peut-être, quelqu'un fera le projet qu'on n'a jamais fini et qui était vraiment passionnant. Autre question? Oui.
Bonsoir, doctoresse. Est-ce que pour ces implants, on peut l'utiliser pour les patients qui ont l'ostéoporose? Alors oui, je verrais pas. Enfin, c'est plus compliqué que ça. C'est-à-dire que c'est vrai que là, on ne prend pas en compte l'état osseux du patient ou ce genre de choses. Il faudrait là de nouveau aller sur des considérations plus biologiques, etc., pour voir comment réagissent ces tissus et autres. Ça devient une simulation qui est plus complexe que nous, on n'a pas du tout abordé effectivement à ce niveau-là, mais encore une fois, c'est un bon challenge et un bon défi à réaliser. Ça n'a jamais été fait vraiment. Il y a des mesures sur la résistance mécanique de l'ostéoporose, et puis la flexibilité, etc. Mais c'est vrai que le lien, c'est comme pour la biologie, c'est le lien entre ce qu'on mesure sur les os qui sont malades ou qui sont ostéoporotiques et ce qu'on pourrait faire dans la simulation. Ce n'est pas encore fait, mais je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui aura une fois l'idée de le faire. Autre question? Ben, s'il n'y en a pas, je vous invite à continuer à discuter avec Cécilia autour d'un verre dans le foyer. Volontiers. Et je vous invite aussi à une exposition que nous avons dans l'autre salle, qui est celle des œuvres qui ont été promues ou qui ont reçu des prix de l'ING pendant plusieurs années, donc des œuvres artistiques que vous allez pouvoir admirer en même temps dans le salon d'à côté. Et je vous invite à suivre le programme des prochaines conférences qui seront encore passionnantes. Merci d'être venu et bonne soirée. Merci. Et un dernier souvenir. Ouais. Merci. Ça, c'est le membre. Ah, d'accord. Super. Bah, merci beaucoup.